Le mâle alpha, symbole de force et de réussite sociale. Un concept qui séduit et qui se popularise pour convaincre les hommes en quête de sens que la solution se trouve dans ces termes. Tout cela à cause d'un homme, d'une erreur, faite il y a des années. Dans cette vidéo, découvrons comment les masculinistes se sont réappropriés le terme infondé de mâle alpha. Le réel problème, ce n'est pas les femmes, c'est toi, c'est ton ambition, c'est ce que tu veux faire de ta vie. C'est pour ça qu'il faut juste comprendre que la nature a fait des choses différemment pour les hommes et les femmes. C'est comme ça, nous sommes des opposés complémentaires, c'est parfait. Parce que ce n'est pas en elle, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour elle. Pourquoi tous ces délires complètement hors sol, hors nature, coupés de tout, comme les délires trans, LGBT Le féminisme, ce n'est pas naturel. Les non-binaires, les LGBT. Tu es un homme alpha. Déjà, commençons par nous intéresser aux origines de ce terme. Dans les années 40, Rudolf Schenkel, un zoologiste suisse-allemand, étudie le comportement d'un groupe de loups dans le zoo de Bâle. Ces observations lui permettent de sortir un livre sur les expressions comportementales des loups. Dans ce livre, une notion très importante pour la suite de l'histoire est introduite, c'est la domination. Rudolf observe qu'un mâle dominant est à la tête du groupe et qu'il maintient un certain rapport de force en ayant des comportements agressifs envers les autres loups. Il en conclut donc que la structure sociale des loups s'organise ainsi, un chef est présent et s'assure du maintien de l'équilibre en exprimant sa supériorité. Et il nous faut préciser que le travail de Rudolf, c'est la toute première étude comportementale sur les loups, et une des premières sur une espèce de mammifère. Ces conclusions sont donc très bien accueillies par le corps scientifique qui commençait à peine à l'époque à s'intéresser au comportement des autres animaux que de l'être humain. Mais le livre de Rudolf n'est pas vraiment accessible au grand public. À l'époque, il a surtout pour objectif d'enrichir les connaissances des scientifiques. Quelque temps après, dans les années 60, un autre zoologiste va s'intéresser aux loups et il va reprendre le livre de Rudolf comme base de travail. Naturellement, ses conclusions sont les mêmes, les loups fonctionnent avec une hiérarchie verticale, avec tout en haut un mâle alpha. C'est lui qui popularise ce terme puisque son livre, qui va sortir en 1970, va s'écouler à plus de 100 000 exemplaires dans le monde. La notion du mâle alpha capture immédiatement l'imaginaire collectif, offrant un concept binaire, facile à comprendre et mettant au premier plan un leader fort, capable de guider un groupe. Et on comprend facilement pourquoi. À l'époque où la société commençait à peine à se poser des questions sur les rôles et sur les genres, les hommes cherchaient des repères clairs. Cette idée d'alpha, c'est le concept parfait pour asseoir leur autorité en avançant le fameux argument « c'est naturel ». Autour des années 2000, Internet voit le jour. Internet. La société change radicalement et des groupes qui partagent les mêmes centres d'intérêt vont pouvoir se former aux quatre coins de la planète. Parmi ces groupes, certains s'organisent autour de la séduction. Just want to meet you and say you're lovely. Savoir comment séduire une femme devient pour ces hommes une priorité absolue. Petit à petit, le monde voit émerger des gourous de la séduction qui alimentent les forums et qui fournissent des conseils sur comment séduire et comment éveiller l'intérêt d'une femme. Parmi ces précurseurs, on retrouve Mystery, qui créera sa propre méthode, proche des process de conversion commerciale, qui séduira un grand nombre d'hommes en quête de succès. Le mouvement des pick-up artists est né. You know, what a woman says and how they respond are two entirely different things. There are specific hardwired signals that you are evolutionarily calibrated to demonstrate when there is a man of high value in proximity to you. They are touching of the hair. Mais ce mouvement prendra une réelle ampleur planétaire qu'en 2005. Quand un journaliste anglais, Neil Strauss, décide de s'inscrire à une session de coaching avec Mystery. Il deviendra ensuite son assistant et publiera ce livre, qui permettra au monde de connaître les gourous de ce mouvement et qui attirera beaucoup de nouveaux intéressés.
L'idée de l'homme alpha, qui a été démocratisée par ce mouvement, devient l'objectif ultime pour certains, se laissant convaincre par des phrases du genre « Vous êtes un simple homme bêta, incapable de prendre des initiatives, prenez votre vie en main, faites sentir aux autres par votre assurance et votre charisme qu'ils ont tout intérêt à vous suivre, devenez un alpha ». Progressivement, cette idéologie va se développer et déviera petit à petit du concept même de séduction, avec notamment la naissance de nouveaux mouvements comme Red Pill, inspiré du film Matrix, et MGTO, pour qui le but ultime n'est plus de séduire, mais de devenir un homme masculin, fort, assumé et dominant. Ces nouveaux mouvements se basent sur un point fondamental, la reconnaissance des différences biologiques entre les hommes et les femmes, et la société qui nous pousse à les oublier. Les partisans de ces mouvements se sentent agressés et veulent à tout prix définir ou redéfinir ce qu'est un homme, un vrai, et au passage ce qu'est une femme, une vraie. L'argument principal avancé est la différence biologique. Nous savons que l'homme est supérieur physiquement, c'est donc normal qu'il ait une position supérieure dans la société. Et cette vision les pousse à se comparer à ce qu'ils connaissent, enfin du moins ce qu'ils pensent connaître, le monde animal. Très régulièrement, l'imagerie animale est utilisée pour transmettre cet idéal de mâle alpha. Le loup, bien sûr, grâce au livre de David Mech, mais aussi le gorille à dos argenté, une espèce qui représente parfaitement l'image d'un mâle dominant sur qui les regards se posent en premier lorsqu'on observe un groupe de gorilles. Tout cela alors que quelques années auparavant, en 1999, David Mech publie un article qui corrige les conclusions tirées en 70 dans son livre. Sure, here was this big male wolf, the parent male, the father of the pack, and I was referring to him as the alpha, and I thought, wait a minute, why am I calling him alpha? Mais il est trop tard. Le concept du mâle alpha le dépasse complètement, il appartient maintenant aux masculinistes. La plus grosse erreur de David, c'était la même que Rudolf d'ailleurs, ça a été d'observer des loups en captivité, où plusieurs familles sont obligées de cohabiter sans qu'elles l'aient voulu. Dans ces conditions, la structure sociale de l'espèce est complètement bouleversée et de nouvelles règles sont mises en place pour assurer la paix dans le groupe. Et entre la sortie de son livre en 1970 et la publication de son article 30 ans après le contredisant, David Mech aura passé beaucoup de temps à observer les loups en milieu sauvage. Il observe alors des structures sociales bien plus complexes. Les loups sont organisés en famille et ce n'est pas un mâle dominant qui est à la tête du groupe, mais c'est bien un couple. Un couple égalitaire qui s'assure que le reste de la famille s'entraide et communique pour pouvoir avoir plus de chances de trouver des sources de nourriture et assurant la survie du groupe. Wait a minute, this isn't right. The way that animal got to be the dominant wolf in the pack is he just mated with another wolf and they had offspring and so they were automatically just like human parents. Bien sûr, cette idée que le mâle ne soit pas tout en haut de la pyramide sociale est bien moins séduisante pour les hommes en quête de leur masculinité perdue. Mais c'est ça, la véritable organisation chez cet animal. Alors il n'empêche qu'il reste des espèces organisées autour d'un mâle dominant. Chez les chimpanzés par exemple, la notion de pouvoir est cruciale, puisqu'ils maintiennent leur statut par la force, mais aussi par des jeux politiques très complexes. Mais même chez cette espèce, les relations sociales sont beaucoup moins binaires que les mâles dominent, les femelles et les enfants suivent, comme l'explique France Deval, éthologue et primatologue. Les mâles chimpanzés dominants ont besoin du soutien des autres pour maintenir leur position, et ils s'engagent dans des réconciliations et des faveurs pour assurer des alliances. Bon, maintenant, si on s'intéresse à d'autres espèces que le loup, le gorille et le chimpanzé, eh bien on va se rendre compte que des structures sociales, il y en a beaucoup qui existent. Chez les bonobos, par exemple, la structure sociale est matriarcale. Ce sont donc les femelles qui dominent, même si elles sont physiquement inférieures aux mâles. Et elles réussissent à dominer en construisant des alliances avec les femelles, mais pas que, aussi avec les mâles. Là où les chimpanzés peuvent s'avérer violents, avec des relations basées sur la force, les bonobos, eux, vivent dans un système pacifique.
très peu de conflits sont observés et quand une divergence d'intérêt apparaît, les individus ont très régulièrement des contacts sexuels, que ce soit les mâles avec les mâles avec les mâles ou les femelles avec les femelles. Chez les girafes, les groupes sociaux sont bien plus fluides. Aucune hiérarchie fixe n'existe réellement et les individus fonctionnent bien plus en association temporaire et en relations opportunistes. Bref, dans le monde animal, nous constatons que certaines espèces fonctionnent avec une structure sociale patriarcale. Mais c'est loin d'être la seule structure existante. Il y a des animaux qui fonctionnent avec des structures matriarcales, des hiérarchies linéaires, des groupes sans hiérarchisation fixe, des sociétés à caste, des regroupements saisonniers, et pour les relations, elles peuvent être très variées, que ce soit avec des mâles ou avec des femelles. Parfois, on observe même des individus qui semblent pas intéressés par la sexualité, ou d'autres qui s'attribueraient probablement un genre différent que celui lié à leur sexe de naissance. Écoutons ce que France Deval, le primatologue expert dans les chimpanzés, a à nous dire sur le sujet. J'écris dans mon livre, j'ai décrit une femelle chimpansé qui s'appelle Donna. Et en fait, c'est un individu extrêmement intéressant. C'est un individu que j'ai connu quand elle avait 3 ans. Elle était une femelle chimpansé. Elle voulait déjà faire avec moi des bagarres, qui est un comportement typique pour le jeune mâle. Et les mâles, ils ont accepté ça d'elle. Normalement, ils font ça plutôt avec des jeunes mâles, mais là, ils ont joué avec elle comme ça. Et quand elle est devenue plus vieille, elle a développé des caractéristiques masculines. Elle avait de grosses épaules, beaucoup de poils, une grosse tête. Et sans doute, moi je ne peux pas demander son identité, mais peut-être son identité était aussi mâle. Ce que j'ai trouvé intéressant de Donna, c'est qu'elle était complètement acceptée par les femelles et par les mâles dans le groupe. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Et ça, je trouve, c'est typique pour tous les individus que je connais. J'ai aussi connu des mâles chimpansés qui ne se comportaient pas comme des mâles typiques, qui n'étaient pas intéressés, par exemple, à être mâle alpha ou la politique des chimpansés. Donc, dans la nature, rien n'est aussi binaire que ce que les personnes qui avancent l'argument « c'est naturel » ou « c'est pas naturel » prétendent. Tout existe, que ce soit chez des espèces proches de la nôtre ou chez des espèces un petit peu plus éloignées. Et il me semble que si nous nous posons la question, c'est probablement que nous sommes en capacité de choisir. Alors, soyons ouverts d'esprit et reconnaissons les autres pour ce qu'ils sont. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, vous pouvez me soutenir en vous abonnant, en likant et en commentant. Et moi, je vous dis à bientôt.